Notre expérience des relations avec l'Occident nous a appris à ne pas croire en ses promesses et à ne juger que sur la base d'actions concrètes et pratiques. Les dernières années nous ont donné une bonne leçon. Nous ne pouvons plus permettre que les secteurs clés de notre économie, de notre finance et de notre secteur technologique dépendent des caprices des fournisseurs occidentaux. Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle réunion du Conseil des affaires du ministère des Affaires étrangères. Nous nous rencontrons régulièrement dans ce format pour discuter de sujets d'actualité qui se situent à l'intersection de la politique étrangère et de l'économie, tant externe qu'interne. Ces deux aspects sont étroitement liés. À l'étape actuelle du développement historique, un échange régulier et substantiel d'opinions, ainsi qu'une coordination des efforts, sont particulièrement nécessaires. En effet, une guerre hybride, et dans un certain sens une guerre tout court, a été déclenchée contre la Russie. Des tentatives sont faites pour inverser le processus objectif de formation d'un monde multipolaire. Dans le domaine économique, des mesures restrictives, des sanctions et d'autres méthodes de concurrence déloyale sont utilisées. Les chaînes de production et de distribution sont détruites, la charge de la dette artificiellement créée augmente, et une fragmentation de l'environnement normatif et réglementaire se produit. Les gouvernements des pays occidentaux, abusant de leur position monopolistique dans les organisations financières internationales et d'autres institutions de gouvernance mondiale, sapent les principes mêmes qu'ils ont promus pendant des décennies, les 30 à 40 dernières années, comme universels, garantissant un développement harmonieux de tous les pays sans exception, à travers une division rationnelle du travail, la protection de la propriété et la présomption d'innocence. Tout cela a été abandonné lorsqu'il s'est agi d'obtenir un effet géopolitique en préparant l'Ukraine à s'opposer à la Fédération de Russie. Tout ce qui est lié aux conséquences de cette position myope et à courte vue de l'Occident, malgré les tendances négatives qu'il est impossible de dissimuler, n'annule pas le fait fondamental du déplacement progressif et constant du centre du développement mondial de la région euro-atlantique vers la région Asie-Pacifique, plus largement, vers l'Est et le Sud globaux. C'est là que se forme déjà la majeure partie de la croissance de l'économie mondiale. Ces statistiques reflètent clairement un processus et une tendance historique. De nouveaux pôles d'attraction pour le commerce et les investissements émergent, des modèles économiques alternatifs se construisent, et les concepts occidentaux qui ne correspondent plus aux réalités changeantes sont rejetés, bien qu'ils aient semblé immuables il y a encore peu de temps. L'Occident a tout fait pour saper la confiance en eux. Dans ces circonstances difficiles, les opérateurs économiques russes démontrent une grande résilience, une volonté et une capacité à travailler de manière productive sur les marchés étrangers. Beaucoup ont pris un rythme soutenu dans l'exploration de nouvelles directions de coopération avec des partenaires étrangers. Un certain nombre de projets ambitieux dans divers secteurs de la coopération économique bilatérale et multilatérale, ainsi que dans le cadre de formats d'intégration, sont mis en œuvre avec succès. Le ministère des Affaires étrangères considère l'appui politico-diplomatique aux entreprises nationales sur les marchés étrangers comme l'une des priorités de son action. Nous estimons qu'il est essentiel de défendre, conjointement avec les départements économiques du gouvernement et les entreprises nationales, la souveraineté de la Fédération de Russie, en renforçant systématiquement une interaction constructive avec un large éventail de pays intéressés du grand monde. Nous sommes convaincus que, tôt ou tard, des approches raisonnables pour établir une interaction mutuellement bénéfique et honnête avec la Russie s'imposeront également dans les pays dont les gouvernements prennent aujourd'hui des mesures hostiles, voire, pour être direct, ouvertement hostiles à notre égard. Les premiers signes d'une prise de conscience de cette nécessité peuvent déjà être observés chez certains d'entre eux, si l'on veut bien les voir. Cependant, nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté de nos adversaires actuels, qui ont déclaré que leur objectif était de nous infliger une défaite stratégique, y compris pour des raisons de principe. Premièrement, notre expérience des relations avec l'Occident nous a appris à ne pas croire en ses promesses et à ne juger que sur la base d'actions concrètes et pratiques. Deuxièmement, les dernières années nous ont donné une bonne leçon. Nous ne pouvons plus permettre que les secteurs clés de notre économie, de notre finance et de notre secteur technologique dépendent des caprices des fournisseurs occidentaux. Dans les domaines les plus importants, ceux qui assurent la sécurité militaire, alimentaire et économique du pays, nous devons être autosuffisants.
Cela suppose, bien sûr, une interaction avec nos partenaires et alliés stratégiques. Je suis convaincu que les principales entreprises russes joueront un rôle essentiel dans la formation d'une nouvelle paradigme des relations économiques internationales et dans l'établissement de mécanismes de coopération durable avec des partenaires étrangers, sans concession unilatérale et sans compromettre la réalisation des objectifs de développement national à long terme et la souveraineté de la Fédération de Russie dans son sens le plus large. Aujourd'hui, nous avons une excellente occasion de discuter en détail des formes possibles de collaboration et des mesures pratiques que nous pouvons élaborer et entreprendre dans ce format. Il est important pour nous de comprendre les besoins pressants de la communauté des affaires russes et de sentir dans quel domaine précis la combinaison de nos efforts apportera des bénéfices et une valeur ajoutée à l'État et aux citoyens. M. Zelensky déclare publiquement qu'il ne veut aucun cessez-le-feu tant que les Américains ne lui garantissent pas qu'en cas de nécessité, ils bombarderont la Russie avec des armes nucléaires. C'est en ces termes qu'il pose la question. Par conséquent, tant que cette position reste en place, tout cela n'est pas sérieux. Nous avons également abordé ce sujet aujourd'hui. Il y a de nombreuses propositions d'instauration d'un cessez-le-feu et de déploiement de forces de maintien de la paix, puis de discussions sur la délimitation des frontières et la manière de vivre ensemble par la suite. Le sujet des forces de maintien de la paix est dans toutes les discussions. On parle déjà de 10 000 soldats. Mais est-ce suffisant? Peut-être 50 000, voire 100 000. L'Australie s'est déjà proposé de participer, et bien sûr, le Canada suit, comme toujours. Mais la vraie question est simple. Nous l'avons posée aujourd'hui. Ces forces de maintien de la paix protégeraient quoi? Exactement. Les vestiges du régime nazi de Kiev, qui a adopté une série de lois éradiquant la culture russe, la langue russe et les médias russes, qui a interdit l'Église orthodoxe ukrainienne canonique. Ou allons-nous d'abord exiger la fin de ces pratiques répressives par le régime de Kiev? C'est la première chose à régler. Sinon, tout cela ne ressemble qu'à une tentative de sauver les restes de ce régime de la colère populaire en déployant des forces de maintien de la paix. Question du journaliste de Russia Today. Bonjour, j'ai deux questions. Première question. Monsieur le secrétaire général, étant donné les tensions au sein de l'OTAN entre les États-Unis et l'Union européenne, à quoi pourrait ressembler une nouvelle architecture de sécurité en Europe, surtout en considérant que l'expansion de l'OTAN vers l'Est a été un facteur déclencheur du conflit ukrainien? Deuxième question. Monsieur Lavrov, en ce qui concerne les informations sur les massacres et l'aggravation du conflit ethnique en Syrie, la Russie a-t-elle la possibilité d'aider les parties en conflit à trouver une solution diplomatique et à éviter un nouveau bain de sang? Si oui, à quoi cette solution pourrait-elle ressembler? Sinon, pourquoi? Réponse du secrétaire général de l'OSCE. Merci beaucoup pour votre question. Malheureusement, je ne suis pas en mesure d'y répondre directement. Ce sujet concerne les États participants,